Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vorat sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptons le monde où nous avons le plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi matin en interrogeant notre expert en géopolitique Gérard Vespierre afin de mieux comprendre les affaires internationales. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Aujourd'hui, 3 juin, vous avez souhaité, Gérard, nous faire suivre d'un peu plus près l'actualité en consacrant la première émission de chaque mois aux 2 dossiers les plus brûlants de l'actualité du mois précédent. Que nous proposez-vous donc de retenir dans l'actualité internationale du mois de mai ? Eh bien, ma chère Jacqueline, effectivement, l'actualité du mois de mai a été assez surprenante parce qu'il y a 2 dossiers qui sont venus sur le devant de la scène et que l'on n'attendait pas. Bien sûr, spécifiquement le dossier israélien qui, après quelques mois et semaines récentes de calme et même de paix internationale et d'expansion internationale diplomatique, tout d'un coup est transformé en situation militaire. Et donc, deuxième réveil tout à fait aussi inattendu, la crise biélorusse. Donc, voilà les 2 sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de plonger directement dans les faits de l'actualité du dossier biélorusse, peut-être serait-il intéressant que vous nous présentiez ce pays et en tout premier lieu son histoire que nous ne connaissons pas vraiment. Bien volontiers, d'autant plus que effectivement vous connaissez un petit peu mes approches et donc il est toujours intéressant de regarder l'histoire parce que elle est porteuse de sens et donc on peut ensuite en tirer des grandes lignes directrices. Et bien la Biélorussie, la première fois que le nom de Minsk, donc la capitale, est apparu dans les écrits Moyen Âge, 1067, n'est-ce pas ? Donc on se dirige vers le millénaire de la ville de Minsk, donc il y a effectivement des racines et une histoire. Donc dans un premier temps, cette ville a été proche, rattachée à ce qu'on appelle la Rousse de Kiev. La Rousse veut dire l'État, la principauté, parce qu'effectivement, il n'était pas question d'États globaux, mais de parcelles, de petits territoires. Donc, et la Rousse de Kiev a préexisté avant la Rousse de Moscou, il faut le savoir. Donc il y a eu ce rapprochement initial, et après, donc, en 1129, plus précisément, donc il y a eu dislocation de ce rapprochement avec les célèbres invasions mongoles qui ont donc cassé effectivement l'ensemble de ces territoires. Donc il y a eu ensuite des rapprochements entre ce territoire autour de Minsk et puis le nord, donc la Lituanie, rapprochement aussi avec la Pologne. Donc ça, c'est vraiment la marque de cette région de l'Europe centrale, n'est-ce pas, de ces promenades géopolitiques et même dans un territoire donc bien délimité. Et deuxièmement, aussi un point important, c'est que la première Bible écrite en biélorusse, donc là, il y a aussi des racines, a été écrite en 1513, n'est-ce pas ? Donc il y a un historique très important. Donc ensuite, effectivement, des ruptures avec la Lituanie, avec la Pologne, donc des peçages. On se dirige vers des parties de la Biélorussie actuelle proche de Moscou jusqu'à l'intégration totale au début du 19e siècle. Donc, et bien sûr, in fine, 1991 et donc l'indépendance. Donc, à l'image de la Pologne, la Biélorussie a été occupée, cassée, reconstruite, recassée, mais avec une identité forte. Merci de nous avoir présenté ce parcours historique de la Biélorussie. Serait-il possible de le compléter par quelques éléments économiques et politiques récents ? Bien, volontiers. Alors, la Biélorussie a 5 voisins. Donc Lituanie, Estonie, Pologne, Ukraine et Russie. Et donc, il est intéressant de noter que sur ces 5 voisins, 3
donc la majorité, appartiennent à l'Union européenne. Donc voilà, c'est quand même une donnée. On voit donc l'attrait possible vers l'Ouest et la démocratie. Donc aucune façade maritime, donc un pays de terre, comme le voisin russe, pays de terre, mais lui qui a des façades maritimes, et une grande couverture de forêt. Donc 40% du territoire est couvert en forêt. Petite population, un peu moins de 10 millions d'habitants, 40% de la surface de la France. Donc voilà, on est dans un pays modeste, avec 47 habitants seulement au kilomètre carré, donc une des plus faibles densités de population en Europe. L'économie donc est ralentie depuis bien sûr 2 ans et elle s'est toujours reconstituée de façon liée à son histoire soviétique. Donc il y a toujours une mainmise importante de l'État sur l'industrie et sur l'agriculture et bien sûr sa grande frontière russe et les sources énergétiques russes l'amènent à un commerce important avec la Russie puisque cette dernière représente 40% des exportations de la Biélorussie et 55% de ses importations. Donc, des querelles autour de la fiscalité et de l'accès au pétrole russe. Donc, ce sont les événements les plus forts. Et avec, bien sûr, à l'image du rouble russe, eh bien, le rouble biélorusse s'est dévalué sensiblement ces derniers temps. Et les événements politiques ont attirer certains grands esprits scientifiques autour des technologies de l'information à quitter la Biélorussie, car à l'image de la Russie, la Biélorussie est aussi très dynamique dans le secteur des technologies de l'information. Et maintenant, d'un point de vue politique, quel résumé pourriez-vous nous faire ? Alors, dès le départ de l'indépendance en 91, donc il y a eu toujours un souci du pouvoir en place de réprimer. Donc le premier président, le président Shushkevich, dès 1992 a réprimé son opposition. Et donc peu de temps après, Loukachenko, donc le président actuel, est arrivé en 1995, n'est-ce pas ? Donc on est à 26 ans de pouvoir, ce qui explique aussi les mouvements populaires. Trop, c'est trop. Trop long, c'est trop long. Donc, dès son arrivée, pratiquement, donc 95, en 97, il signe un traité d'union avec la Russie, mais lié aux racines dont on a parlé tout à l'heure, avec les spécificités biélorusses, union, mais quand même avec une certaine réticence. Et quand la Russie, il y a quelques années, a proposé l'installation d'une base militaire aérienne en Biélorussie, les Biélorusses ont dit non. Donc voilà, il y a une certaine amour de l'indépendance et de la différence. Et donc cette politique qu'on a évoquée sur la répression, eh bien sûr, s'est maintenue et Loukachenko, comme on a pu le voir, donc avec un certain nombre de partis qui sont des partis dits croupions, n'est-ce pas, liés à la présence de l'État dans l'industrie et dans l'agriculture, entoure le président, mais toute répression véritablement démocratique et féroce sur les hommes politiques, sur les journalistes, et bien sûr la fraude massive de l'élection du mois d'août 2020 a provoqué les explosions démocratiques et populaires que nous avons vues. Nous arrivons donc maintenant aux événements complètement étonnants que nous venons de vivre avec l'atterrissage forcé à Minsk d'un vol civil en train de simplement traverser l'espace aérien biélorusse. Pouvez-vous nous rappeler ces faits et les situer dans la situation et stratégie politique du président Loukachenko? Eh bien, dans cette répression, effectivement, féroce de l'année dernière, beaucoup de ses opposants appelant à la démocratie, appelant à l'équité, donc à la liberté, ont quitté la Biélorussie. Sont réfugiés en Pologne, sont réfugiés en Lituanie. Et donc, un des opposants, en tout cas les plus dynamiques, très jeune, Roman Protasevich, et qui donc était un homme de médias qui avait créé une agence Nexta avec 2 millions de contacts par jour. Donc vraiment, il avait une visibilité importante. Il a joué un rôle important donc dans les événements du mois d'août de l'an dernier. Eh bien,
effectuait un voyage en avion d'Athènes à Vilnius en Lituanie. Et donc le vol a été détourné. Un MiG-29, donc biélorusse, en survolant le territoire biélorusse, l'avion de la Ryanair a été obligé de se poser à Minsk, donc avec un prétexte qui ne tient pas la route, puisque l'avion a décollé avant que les informations sur la présence éventuelle d'une bombe à bord aient été diffusées. Donc c'est vraiment une manipulation, et il y a eu, comme vous le savez, des réactions internationales très très fortes et qui perdurent. Donc nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle d'un terrorisme d'État à nouveau. Mais pourquoi une telle décision de la part du pouvoir? Ne se doutait-il pas des réactions et des possibles sanctions internationales? Alors, la thématique de ces pouvoirs très autoritaires, pour pas dire plus, dictatoriaux, est pour beaucoup d'entre eux, quand on voit la situation en Algérie, quand on voit la situation en Syrie, quand on voit la situation en Iran, en Russie, en Biélorussie, c'est la survie. Ces régimes-là, on ne le souligne pas assez, mais sentent d'instinct qu'ils sont dans une dernière phase, dans une phase délicate. Et donc, il s'agit de survivre, et la priorité est la survie et le court terme. Et en conséquence, donc, les impacts de leurs décisions, eh bien, qui sont en dehors donc des objectifs. L'objectif, c'est de réduire l'opposition par tous les moyens. Eh bien, tout ce qui est en dehors, les conséquences de ces actes-là n'ont pas d'importance aux yeux de ce régime, parce que l'objectif, c'est de tuer l'opposition. On l'a vu au propre comme au figuré avec Navalny en Russie, n'est-ce pas? Et bien là, c'est le même processus. Il s'agit d'éliminer les têtes les plus actives de l'opposition en Biélorussie. Donc, soit elles sont déjà réfugiées dans des territoires extérieurs, mais apparemment ce n'est pas suffisant, puisque effectivement, on essaye aussi de les intercepter et de les mettre en prison. Et il est même question de torture sur ce pauvre Roman Protasevich. Il faut préciser que sa compagne, qui est d'origine russe, a aussi été arrêtée, Sofia Sapega. Elle n'est pas repartie dans le vol qui est redécollé à nouveau vers Vilnius. Dans ce contexte assez terrible que vous nous décrivez, que pouvons-nous attendre de cette situation? Un rapprochement encore plus complet avec la Russie, une reprise des manifestations de l'opposition, une escalade internationale? À quoi pensez-vous, Gérard? Je vous ferai volontiers une réponse en trois volets. Premièrement, le couple biélorusse. Alors, on a vu effectivement il y a quelques jours une réunion entre le président biélorusse et puis Vladimir Poutine à Sotchi. Donc, c'est un peu quand même je t'aime moi non plus. Bon. Parce que l'un a besoin de l'autre, mais surtout Loukachevitch, mais il y a, comme on l'a souligné au début de cette émission, une volonté de différence de la Biélorussie. Et donc, je pense que d'un point de vue culturel, d'un point de vue philosophique, historique, il n'y a pas de souhait d'une réunion et d'une union totale. En tout cas, ce serait à nouveau un cas, je dirais, international très, 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 très lourd. Donc, ce n'est pas ce qui est recherché. Le deuxième volet, c'est les conséquences régionales. C'est quand on voit ce qui se passe en Biélorussie, il est bien évident que en Ukraine, le président Zelensky va tout faire pour consolider son pouvoir et donc garder la Russie à distance. Donc, troisième élément, c'est les réactions internationales. Et là, on va vers une convergence vraiment globale, de Washington à Londres, en passant par Bruxelles pour faire court, sur l'ensemble des pays européens. Il y a vraiment une union des démocraties. Et ça, c'est le troisième volet. Alors, les démocraties, on peut les critiquer, mais elles ont le temps pour elles. Elles ont gagné vis-à-vis du fascisme, elles ont gagné vis-à-vis du nazisme, elles ont gagné vis-à-vis du communisme. Les démocraties ont le temps, parce que la liberté, eh bien, elle finit toujours par triompher.
Merci Gérard pour cet éclairage sur la difficile situation russe et pour cet espoir. Souhaitons que ce pays et ses habitants progressent dans le chemin qu'ils semblent désirer ardemment depuis les impressionnantes manifestations du mois d'août de l'an dernier. On marque une pause avant d'aborder le second dossier brûlant du mois.